Alors, le regard qu'on a sur les adolescents, quand on regarde d'une manière générale, et peut-être encore plus chez les adolescents qui sont en décrochage, ça c'est vous qui me le direz, c'est pas forcément un regard très positif de la société. Qu'on soit très clair, les adultes ont plutôt une tendance à regarder les adolescents d'un point de vue assez méprisant. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que l'adolescence c'est une période pendant laquelle va émerger un certain nombre de comportements, de conduite à risque. Ça peut être de la consommation de substances, ça peut être des conduites à risque automobiles, ça peut être des sports extrêmes, ça peut être tout un tas de choses. On a aussi le début de la délinquance. Et on a toujours cette image de cette période entre l'enfance et l'âge adulte où c'est plus vraiment des enfants, mais c'est pas encore des adultes responsables, autonomes. Et donc du coup, on a tendance à considérer, si vous demandez, mais même eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que quand vous demandez à des enfants ou vous demandez à des adolescents de se décrire, ils ne décrivent pas forcément dans des termes très positifs. Généralement, vous demandez à des enfants qu'est-ce qu'un adolescent, ils vont vous répondre c'est quelqu'un qui passe sa vie sur son téléphone portable. Et c'est pas très loin de la remarque, en tout cas de la définition que vous pouvez donner en fait les parents aussi quand ils sont face à leurs adolescents. Bon, il y a un peu de vrai dans tout ça, hein, on est d'accord, on va pas considérer que les adolescents ou l'adolescence est une période magique et magnifique, mais nous on a essayé d'avoir un regard un tout petit peu différent, parce que quand on va du côté de la psychologie, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer que c'est aussi là que vont débuter un certain nombre de maladies psychiatriques et de décompensation, donc on va avoir aussi ce problème-là. Oui, l'adolescence, c'est pas une période facile, mais il y a quand même deux choses qu'on va essayer de retenir. C'est premièrement, la plupart d'entre nous, nous sommes passés par l'adolescence et nous avons réussi à franchir cette étape-là. Donc la plupart des adolescents vont devenir des adultes responsables. Donc ça c'est plutôt positif. Alors certains vont être en difficulté, ça va être encore plus difficile, mais la plupart vont bien réussir quand même. Et quand je dis la plupart, c'est une très grande majorité des adolescents s'en sortent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être aussi, chez les adolescents, des opportunités et des choses qu'on a un petit peu oubliées en tant qu'adultes et qui pourraient faire de cette spécificité, de cette prise de risque, au contraire, une opportunité pour eux dans l'action. Et ça, je vais revenir sur cet élément-là, c'est notamment les adolescents sur un certain nombre de causes qui les intéressent plus que d'autres, qui vont se mobiliser et qui vont essayer de lutter ou essayer de passer à l'action. C'est le cas notamment sur le climat. Quand on regarde, mais même en termes d'adolescence, hein, quand on regarde les adolescents par rapport à des adultes, on a des surprises. On a vraiment des surprises où les adultes ont de moins bons scores que les adolescents. Quand il s'agit, je vous parlais juste après de ces éléments, quand il s'agit de détecter des fake news, ils ne sont pas très bons nos adolescents, mais quand on regarde ce que font les vrais adultes, les adultes et les personnes un petit peu plus âgées sur cette capacité à détecter des fake news, en particulier sur l'écologie, c'est pire que les adolescents. Ce sont les adultes qui propagent le plus de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les adolescents, ils passent leur vie sur les réseaux sociaux, mais ce sont les adultes, et en particulier les plus de 40 ans, qui propagent le plus de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que l'image qu'on a et le stéréotype qu'on a n'est pas forcément le reflet de la réalité et qu'on a tendance, d'une part, à avoir ce stéréotype et d'autre part, à faire en sorte que les adolescents rentrent dans ce stéréotype. Donc il va falloir essayer de faire un petit peu ce pas de côté pour essayer de voir un petit peu l'adolescent différemment. Et c'est pas évident. C'est pas évident, j'ai deux adolescents à la maison, bien sûr que même des adultes au quotidien pour essayer de les voir différemment. Mais cet engagement, en tout cas nous faisons l'hypothèse que l'engagement qu'il peut y avoir, cette réaction à l'injustice. Parce que l'injustice c'est quelque chose qui les fait complètement surréagir. Alors, je dis surréagir et en même temps, peut-être que c'est nous qui réagissons moins à l'injustice, qui avons accepté qu'un certain nombre d'injustices puissent arriver, et peut-être qu'on aurait là, de ce point de vue-là, à réagir davantage comme eux le font. Mais cette surréaction à l'injustice, cette surréaction émotionnelle, si elle est canalisée, elle peut pousser, en tout cas les adolescents, à s'engager dans des comportements prosociaux. Et il y a de plus en plus d'études aujourd'hui qui montrent que les adolescents, on a mis le focus sur la prise de risque et sur les côtés négatifs de l'adolescent, mais quand on regarde le côté positif, on se rend compte qu'il y a aussi un certain nombre de comportements, de solidarité, d'altruisme qui existent chez les adolescents. La question qu'on peut se poser en tant qu'éducateur, parce que moi en tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignant à l'université, ou ceux qui arrivent à l'université, c'est des adolescents particuliers, mais ce ne sont pas encore des adultes, qui ont 18, 21 ans, ce n'est pas encore des adultes pleinement, on va dire que c'est des adolescents tardifs, en tout cas d'un point de vue cérébral, il y a encore des changements à cette période-là. Quand on s'interroge sur ces questions en termes d'éducateurs, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les aider à réguler, à comprendre les émotions qu'ils vont pouvoir ressentir. Et ces stratégies de régulation, on va en discuter pas mal,
parce que c'est quand même la clé de notre vie émotionnelle. Nous réagissons tous à des émotions. Nous avons tous spontanément une tendance à réagir de façon excessive. Ce qui nous permet en fait de nous en sortir, c'est qu'on a mis en place tout au long de notre vie et de nos expériences des stratégies de régulation. Et ces stratégies de régulation, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais on est toujours obligé de mettre en place ces stratégies de régulation. On va pouvoir discuter un peu de la nature des stratégies de régulation qui sont mises en place en fonction de ce qu'ils doivent faire. Je peux vous donner un peu de métadiscours sur les modèles, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais dans le laboratoire, on a une vision en fait du développement. Je vous laisserai les slides, il n'y a aucun souci, mais ce n'est pas le plus important. Et je vous donnerai aussi des éléments où vous pourrez aller lire, si vous voulez, par vous-même, des articles de vulgarisation sur ces sujets. Mais on a une image du développement, et j'aimerais casser en fait l'image du développement traditionnel qu'on a pu vous faire ou vous enseigner peut-être dans les ISP à l'époque, je ne sais même plus comment ça s'appelait à l'époque, parce que ça change de nom tout le temps. Bref, le développement n'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas quelque chose où les enfants ou les petits sont moins bons que les plus grands et qui sont encore moins bons que les adultes. C'est pas ce modèle en escalier qu'on a pu vous présenter comme Piaget, mais y compris le développement de l'intelligence. C'est quelque chose qui est beaucoup plus discordu. Et à tout moment en fait, du développement, on peut se retrouver avec à la fois des incompétences tardives, c'est-à-dire des gens qui, par rapport à ce type de modèle linéaire, font des erreurs alors qu'ils ne devraient plus en faire. Et à la fois des compétences précoces, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire dans ces modèles. Donc ça veut dire quoi? S'il y a des incompétences tardives et des étonnantes compétences précoces, ça veut dire que les modèles en fait sont nuls. Ils ne servent à rien. Ces modèles-là, complètement linéaires, ne permettent pas de rendre compte de la richesse du développement. Le développement, c'est beaucoup plus discordu. Et vous pouvez avoir des enfants qui ont la compétence logique, qui sont capables de raisonner et qui ne sont pas capables de l'exprimer parce qu'ils ont des heuristiques ou en tout cas ils ont des modes de fonctionnement très intuitifs qui viennent empêcher ce raisonnement. Donc tout notre travail en fait d'un point de vue développemental, ça a été d'essayer de comprendre pourquoi de temps en temps les enfants sont meilleurs que les adolescents, pourquoi de temps en temps c'est les adolescents qui sont meilleurs que les autres, pourquoi ils sont moins bons dans certaines tâches, et de comprendre le développement non pas comme quelque chose, comme une accumulation de connaissances au fur et à mesure du développement, une accumulation de la capacité à raisonner au fur et à mesure du développement, mais comme quelque chose de beaucoup plus discordu, qui fait qu'à des moments on peut échouer tout en ayant la capacité de réussir. Ce qui est assez contre-intuitif, mais c'est parce que nous développons des modes de fonctionnement intuitifs et les émotions vont avoir un rôle là-dedans. Alors attention, je vous préviens tout de suite, je ne vous dis pas que les émotions sont néfastes pour le raisonnement, loin de là. On pourra avoir d'autres exemples où au contraire c'est positif et c'est besoin. La vraie question c'est comment j'apprends à comprendre mes émotions, qu'est-ce que je fais au collège et au lycée pour comprendre mes émotions, ce que je ressens, les décrire, trouver du vocabulaire pour pouvoir décrire ce que je ressens avec des mots plutôt qu'avec des actes. Parce que quand je ne suis plus capable de décrire les émotions que je ressens, la seule chose qui reste, c'est la violence. La violence verbale dans un premier temps, et ensuite la violence physique. Parce que je ressens quelque chose que je ne peux pas exprimer. Donc travailler sur l'expression des émotions, on verra que ça peut avoir du sens derrière. Bon, dans le laboratoire, on travaille sur ces questions d'adolescence et d'enfance, mais en réalité, maintenant, on travaille dans une architecture cognitive qui va du bébé, parce qu'on a un baby lab, jusqu'à l'âge adulte, et on le fait sur, bien évidemment, les émotions, la prise de décision, je vous parlerai de la créativité, mais on a aussi des gens qui travaillent sur le raisonnement, on a des gens qui travaillent sur la mémoire, on a des gens qui travaillent sur le langage. Donc je fais un peu la promo au cas où il y a d'autres éléments qui peuvent vous intéresser. On a des spécialistes maintenant dans à peu près l'ensemble des domaines de la cognition dans ce laboratoire. Avec toujours cette même approche d'essayer de travailler main dans la main quand on fait de la recherche-intervention avec les enseignants pour concevoir ensemble en fait les dispositifs qu'on va pouvoir tester. Et deuxième élément qui est important pour nous, c'est que quelle que soit la pédagogie que vous mettez en place, c'est important de pouvoir créer ou concevoir aussi une évaluation de l'impact de cette pédagogie. Parce qu'on peut être convaincu que ça marche, on peut être convaincu que c'est efficace, faire le meilleur cours du monde, basé sur la meilleure théorie du monde, et en même temps ne pas montrer des faits lorsque on le teste de façon rigoureuse. Donc c'est important qu'on ait aussi une approche fondée sur des éléments concrets et sur des preuves, et c'est aussi notre approche.